Bienvenue à cette exploration des sources. Aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits assez forts d'un texte Appel à l'unité africaine. Notre but, c'est de décrypter ensemble ce message sur l'avenir du continent. Plus d'un demi-siècle après les indépendances quand même. Et le texte, il pose d'emblée une question clé. L'Afrique, spectatrice ou actrice de son destin mondial? Oui. Et d'entrée de jeu, le ton est là. C'est passionné, c'est, comment dire, un appel vibrant. Ça martèle l'urgence absolue de s'unir. Pour l'auteur, la grandeur de l'Afrique, sa jeunesse incroyable, ses cultures, ses ressources énormes, tout ça, ça ne deviendra une vraie puissance que par la cohésion. Il y a une phrase qui résume bien ça. Laquelle? Cette grandeur ne deviendra puissance que si elle se conjugue à l'unité. Voilà, c'est direct. C'est très clair. Et le texte, il ne fait pas que poser le constat, il pointe aussi les obstacles, non? Il parle de dépasser les conflits stériles. Tout à fait, les conflits stériles, les querelles tribales, et puis cette notion très intéressante des frontières mentales. Justement, ces frontières mentales, qu'est-ce que ça recouvre au fond, selon l'auteur? Plus que les lignes sur une carte, j'imagine. Ah oui, bien plus. D'après le texte, on comprend que ça englobe les méfiances entre États, les divisions ethniques qui sont parfois utilisées, instrumentalisées, et puis les replis sur soi, quoi. Toutes ces choses qui freinent une vraie collaboration à l'échelle du continent. L'idée forte, c'est ce que nous construisons ensemble vaut 1000 fois plus que ce que nous détruisons séparément. Une critique assez nette de la fragmentation. Fragmentation qui serait liée aussi, d'après le texte, à un certain type de gouvernance. L'auteur s'adresse aux dirigeants, il me semble. Absolument. Et c'est ça qui est fascinant, cette interpellation directe. C'est presque une mise en garde. Le texte rappelle que le pouvoir, ce n'est pas un trône, Non, c'est une responsabilité énorme envers les peuples. Et la critique est très vive envers ceux qui laissent leur population dans la misère, qui poussent les jeunes à partir. La formule est terrible. Quand un peuple a faim, aucun palais ne peut cacher l'odeur de la misère. Ça marque. image très forte, oui, et ça fait le lien avec la diaspora, justement. Si des dirigeants poussent à l'exil, quelle place pour ceux qui sont partis dans ce texte? Alors là, c'est un point central et assez remarquable. Ils ne sont pas vus comme perdus, pas du tout. Au contraire, ils sont décrits comme ceux qui, littéralement, portent l'Afrique sur leur dos. Ah oui, Oui, en soulignant leur rôle économique vital, les transferts d'argent qui soutiennent des millions de familles. Donc l'appel est clair, il faut les honorer, les protéger là où ils sont, et surtout leur donner une raison de revenir, en bâtissant un avenir ici. d'accord, donc après le constat, la critique, il y a aussi une proposition, une voie à suivre qui se dessine. Oui, et on voit se profiler une vision d'avenir assez concrète. Le chemin y repose sur plusieurs idées fortes. Investir à fond dans les jeunes, l'éducation, l'emploi. Mettre fin aux guerres internes, bien sûr. Valoriser les cultures, les savoirs locaux, comme des atouts réels. Et puis bâtir une économie. Une économie particulière, il me semble? Oui, une économie à la fois souveraine, donc moins dépendante, mais aussi verte, qui respecte l'environnement, et numérique, ancrée dans notre époque. Et puis, crucial, parler d'une seule voix sur la scène mondiale. Cette idée d'économie souveraine, verte, numérique, est-ce que le texte donne des pistes sur ce que ça veut dire concrètement? Il ne donne pas un plan détaillé, clé en main, mais l'orientation est, elle, très claire. Souveraine, ça renvoie à la maîtrise des ressources, transformées sur place, moins dépendantes de l'extérieur. Technologiquement aussi. Verte, c'est l'écologie, le développement durable, protéger ce patrimoine naturel incroyable. Et numérique, c'est clair, c'est pour ne pas rater le coche de la technologie, l'utiliser comme un vrai levier. D'accord. Et le point clé que l'auteur souligne, c'est que tout ça, ce ne sont pas des rêves lointains, ce sont des choix stratégiques à faire maintenant. Ce qui nous ramène à cette urgence qu'on sent tout au long du texte. Il y a comme une impatience, non? C'est ça exactement. L'urgence est palpable. Résumé en une phrase très courte, le monde ne nous attendra pas. Fini de discuter, quoi. Hmm. C'est vraiment un appel à l'action, là, tout de suite, pour bâtir cette Afrique debout, digne et souveraine. Donc si on devait synthétiser l'idée maîtresse de cet appel, ce serait que l'unité, ce n'est plus juste une belle idée, c'est la condition même pour l'avenir du continent. C'est tout à fait ça. L'unité comme une nécessité, presque une question de survie. D'ailleurs, les mots de la fin sont très forts. Ils sonnent comme un avertissement. Oui. L'heure n'est plus à la division, mais à la fusion. L'Afrique unie sera grande ou ne sera pas. C'est puissant comme conclusion, presque une prophétie.
Une conclusion forte, en effet, qui donne à réfléchir. Tout à fait. Et ça laisse avec une question, peut-être pour continuer la réflexion chacun de son côté, au-delà des mots de cet appel vivant à la fusion, quel pourrait être le tout premier geste vraiment concret, symbolique, politique, économique, peu importe, mais le premier geste qui montrerait que oui, cette unité africaine, elle commence vraiment à prendre forme.